Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez retrouver bien sûr ce podcast dans toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud et même YouTube. Si vous aimez cet épisode ou même en général le podcast, vous pouvez même lui donner une petite note, bien sûr, voilà, l'évaluer et ce serait tout aussi bien pour savoir un petit peu la qualité du podcast. Je suis toujours Sinituga et aujourd'hui je serai accompagné d'un invité que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de La Critique FR. Comment il va ? Ça va, nickel. Et toi? Mais ça va super. Aujourd'hui, on va s'attaquer quand même à un gros morceau, mais ça, La Critique FR va nous laisser le dire au moment venu. Et présente-toi un petit peu pour ceux et celles qui te connaîtraient pas. Donc, salut tout le monde. Je m'appelle Arthur. J'ai 21 ans, 22 ans demain, à l'heure où on fait ce podcast. Joyeux anniversaire Euh, en avance, voilà. Il faut le Merci, dire. merci beaucoup. Donc, la critique à faire pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Instagram, ça fait maintenant un petit peu plus d'un an et demi que j'ai lancé mon compte de critique de films. Le cinéma, c'est quelque chose de super important pour moi et j'espère continuer le plus longtemps possible. Mais on espère aussi, en tout cas, et j'espère que voilà, tu partages extrêmement bien ta passion à travers justement cette page Instagram où tu nous fais des très bonnes critiques, en tout cas. N'hésitez pas à le suivre, bien sûr, La Critique FR sur Instagram. Mais bon, voilà, passons un peu directement au vif du sujet. Je vous ai donné un petit peu mon état d'esprit sur un gros morceau. Pourquoi un gros morceau ? Puisque quand même on va s'attaquer à un film qui a quand même pas mal de choses à raconter, pas mal de choses peut-être externes un peu à raconter. Quel est donc ce film préféré ? Alors, il s'agit de Batman vs Superman, l'Aube de la Justice, en version longue. C'est très précis, mais il vaut mieux être précis dans tous les cas. Donc Batman vs Superman, du coup, est réalisé par Zack Snyder, sorti en 2016. Il nous raconte l'histoire où, après la bataille titanesque contre le général Zod à Metropolis, cette ville a été complètement dévastée. Superman est la personnalité la plus controversée du monde. Alors que pour beaucoup, il est toujours symbole d'espoir, une part grandissante de la population le considère plus comme une menace pour l'humanité. Il demande justice pour le chaos qu'il a apporté sur Terre. En ce qui concerne Bruce Wayne, justement, témoin justement des effets et gestes de Superman, pour lui, c'est carrément un danger pour la société. Il a peur pour le devenir du monde avec un tel pouvoir hors de contrôle. Et il revêt son masque et sa cape pour corriger les méfaits de Superman dans la ville de Gotham. La rivalité entre les deux est furieuse, alimentée par l'amertume et la vengeance, et rien ne peut les dissuader de mener ces guerres, à moins peut-être qu'une nouvelle menace s'élève sous la forme d'un troisième homme, mais on va pas en dire plus. C'est vrai que c'est un long résumé que je vous fais là, mais il enchevêtre bien sûr un autre film, Man of Steel bien sûr. Mais ça, on va en reparler un peu près après. Moi, la première question que je pose à tous les invités bien sûr, pourquoi Batman vs Superman version longue est ton film préféré ? Alors, c'est très complexe comme question. Ça remonte à longtemps et il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur le fait que j'ai grandi avec les films de super-héros. J'ai grandi avec les Spider-Man de Sam Raimi, qui font partie de mes films préférés. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Quand j'entends ça, là, déjà, là, on m'a donné un énorme sourire. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, voilà, je fais un petit aparté rapide. Spider-Man 2 de Sam Raimi est mon film préféré. Donc, ça me fait très plaisir d'entendre ce genre de choses. Ah bah oui, je savais que c'était quelque chose que t'aimais, Ah voilà, en fait, c'est il c'est joue pour sur ça que ma je l'ai corde mentionné. sensible, tu vois, il joue un peu sur ma corde sensible pour attiser les louanges un petit peu du film. C'est ça. Donc, pour en revenir à l'univers des super-héros, c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis que je suis tout petit. Et ce film, on va dire, Batman vs Superman, l'Aube de la Justice, c'est un film que j'ai découvert. Je n'avais pas encore cette sensibilité cinématographique, cette sensibilité artistique et cet esprit d'analyse par rapport au film. Je l'ai découvert, j'avais 15 ans à peu près. Et je l'ai d'abord regardé en version courte. Donc, on parlera sûrement de la version courte tout à l'heure. Oui, c'est un gros Je l'ai axe découvert. qu'on va Ouais, reparler justement. j'ai découvert en version courte, puis en version longue. J'ai pu donc avoir une vision directe sur les deux longs métrages, parce que pour moi, c'est vraiment deux longs métrages différents. Et j'ai tout de suite retrouvé cet aspect déjà très mature, très sombre et mature qu'on avait
dans les films Spider-Man de Raimi. Et c'est, je crois, l'un des premiers films de l'univers DC que j'ai vu de ma vie. Parce que Ah. quand, par exemple, les Mhm. Batman de Nolan sont sortis, j'étais jeune, j'avais 6, 7, 8 ans. Mhm. Donc je ne regardais pas encore ces films-là, je ne les avais pas vus. Donc c'est l'un des premiers films de l'univers DC que j'ai vu et j'ai immédiatement accroché en fait. Mhm. Surtout avec la version longue que j'ai revue plusieurs fois, j'ai revu la version courte aussi et j'ai pu vraiment comparer ces deux versions et j'ai vraiment accroché surtout avec la version longue, que ce soit en termes de narration, de développement de personnages, toute la direction artistique évidemment qui est je trouve fantastique. Les effets spéciaux, la musique, la photographie, la mise en scène, tout ça Mhm. c'est vraiment quelque chose de très travaillé pour moi et Zack Snyder a mis tout le monde d'accord dessus et donc c'est avant tout un film que j'ai apprécié et que j'ai aimé par son casting, Ben Affleck en Batman et Henry Cavill en Superman, qui, pour moi, alors ce sera à confirmer avec les prochains acteurs de Superman, mais pour moi, Henry Cavill, c'est le seul et l'unique. Superman, il n'y en a pas d'autre, c'est le seul qui incarne à la perfection le héros pour moi. C'est aussi pour ça que j'aime de tout mon cœur ce film. Donc j'ai réussi vraiment, après l'avoir vu, à me dire, voilà, c'est ce genre de cinéma, ce genre de film d'adaptation de super-héros que je veux voir. Quelque chose de travaillé, de bien écrit, et en même temps qui est capable de nous proposer quelque chose de sombre, une ambiance sombre, de l'épique, du grandiose, quelque chose qui nous fait vibrer en fait. C'est vraiment ça que j'ai réussi à retrouver dans ce film, et pour moi il coche presque toutes les cases du film de super-héros parfait, et je pense encore aujourd'hui, cela fait plusieurs fois que je le refais au fur et à mesure que les films sont sortis, les films du DC Extended Universe, qui est maintenant terminé avec la sortie d'Aquaman 2 l'année dernière. Oui. J'ai Mhm. refait mon classement et Batman vs Superman, pour moi, c'est le meilleur film de ce DCU, en version longue, bien sûr. C'est le meilleur film et rien ne peut le dépasser. Et je dirais même, c'est un avis qui peut être assez controversé, mais je dirais même que Batman vs Superman en version longue, il est meilleur que, je dirais, 90% de tous les films du MCU. C'est intéressant d'avoir cet avis-là. Moi, la première question que je me pose, il y a beaucoup de choses là qui est très intéressante dans ce que tu racontes. Mais moi, la première chose que je me pose là, quand tu m'avais présenté ce film en me disant que c'était ton film préféré, tu l'as vu en version courte en premier lieu. Déjà, comment? Tu l'as vu peut-être au cinéma ou est-ce que c'était chez toi? Tu l'as vu comment? Alors, pour raconter la petite histoire, si je me rappelle bien, j'étais en cours au lycée, sur un cours d'informatique, et j'avais vu passer, parce que je ne devais évidemment pas suivre le cours à ce moment-là, Aïe, aïe, j'avais aïe. vu passer la bande-annonce sur YouTube. J'avais regardé Ah. la bande-annonce et ça m'avait donné envie de le regarder. Je m'étais dit, ah, ça peut être sympa. Je l'avais vu en version courte, et donc comme je le disais, à cette époque-là, j'avais pas tout cet esprit d'analyse sur le film. Je regardais un film comme je pense beaucoup de gens regardent des films aujourd'hui, sans me prendre la tête, juste je regarde un film et c'est tout. J'ai aimé, je n'ai pas aimé. Même sans avoir cet esprit d'analyse, j'avais déjà senti qu'il manquait quelque chose au long métrage, vu que c'était la version courte. Ah, voilà. Je m'étais, C'était mon prochain point, justement. Quand tu l'avais vu, ce film, est-ce que tu l'avais déjà apprécié en le voyant, le film? Tu te disais que voilà, il était bien, mais tu sentais qu'il manquait quelque chose, tu vois. Tu oui, le c'est ressentais ça, déjà. Voilà, tu ressentais c'est qu'il ça. manquait un truc, malgré le fait que tu aies apprécié, voire très bien apprécié le film. C'est ça. J'avais adoré le film déjà à mon premier visionnage. Mhm. Euh, je l'avais trouvé génial, mais à certains moments, je m'étais dit mince, là, ça me semble pas cohérent. Alors, je n'avais pas fait comme je ferais aujourd'hui une réflexion dessus, mais c'est quelque chose qui m'avait traversé l'esprit durant mon visionnage. Je m'étais interrogé en me disant mince, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il manque une scène, ou j'ai l'impression que ça va trop vite. Alors que c'est quelque chose que je faisais quasiment jamais pour les autres films que je regardais. C'est pas un peu le premier film qui t'a éveillé ton sens critique un petit peu Si, un petit peu, je dirais. Oui, 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 je dirais. Parce que j'ai vraiment eu ces quelques moments de flou au premier visionnage, ce qui démontre aussi forcément les gros problèmes qu'il y a dans la version cinéma. Mais voilà, c'est vraiment le premier film qui m'a permis de me rendre compte que il y a différentes façons de visionner un film. C'est bien dit, hein, en effet, il y a différentes façons, il y a différentes couches aussi qu'on peut avoir Mm, d'un film, de regarder, bien sûr. Voilà, t'as une première couche qui est très superficielle, où on regarde juste le média en lui-même, en étant diverti ou pas, et après, il y a différentes couches qui peuvent arriver, des couches plus cachées sur les thématiques du film, par exemple, et justement, tu as peut-être pu découvrir à travers ce film ces différentes couches que peut exister un film. c'est ça, complètement. Ok. Donc, t'as
t'as vu le film, et quand tu as vu qu'il y avait une version longue, c'était quand au final que t'as vu qu'il y avait une version longue qui existait de ce film? C'était plusieurs mois après, parce que quand je l'ai regardé pour la première fois, c'était un ami qui m'avait prêté son DVD. Il l'avait en DVD et pas moi, il me l'avait prêté. Je l'avais regardé en DVD et donc j'avais vu le film. Et quelques mois plus tard, j'avais trouvé un site de streaming, j'avais regardé. Ah, le streaming, attention là. Attention. Ah oui, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, c'est plus quelque chose que je fais étant donné que j'ai accès aux plateformes. Voilà, Mais c'est quelque chose que je tu as mûri, voilà, on Voilà, arrête bien sûr exactement. les streamings illégaux. Voilà, Exactement. quand on a Il faut 15 faire ans, vivre le cinéma. c'est vrai que quand on a 15 ans et qu'on commence à apprécier le cinéma, avoir une passion, bon, on n'a peut-être pas d'argent, donc C'est on est ça. un peu C'est obligé ça. de passer par 2-3 petits sites illégaux, mais bon, ce n'est plus le cas C'est ça. aujourd'hui. Maintenant, je vais juste faire une petite impasse, mais juste un petit message. Je sais que le cinéma, ça coûte cher. Les places sont trop chères, je le sais. Mais faites vivre le cinéma. Ne téléchargez pas de films, ne regardez pas sur des sites de streaming. Allez au cinéma, vraiment. Vous n'êtes pas obligé d'y aller comme nous, vu qu'on fait des critiques de films. Vous pouvez y aller quand vous voulez, une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Mais quand vous voulez voir un film et qui sort au cinéma, allez le voir au cinéma. Voilà. Je tiens à dire aussi que il y a des cinépasses qui existent, bien sûr, à travers des pâtés, des UGC par exemple, qui sont quand même très rentables. Si vous allez Bien une fois sûr, bien sûr. ou 2 fois par mois au cinéma, c'est déjà quasiment rentabilisé. Donc au C'est final, ça. ça revient presque moins cher de prendre une carte au mois, etc. Mais ça fait que bah, vous voyez un film une fois ou 2 fois par mois. C'est pas une grosse contrainte, je trouve. Et vous pouvez déjà rentabiliser la carte au final. Donc C'est ça. c'est un bon point. Voilà, il faut quand même faire vivre le cinéma. Et aussi, moi je prône le physique. Voilà. Moi je C'est ça. prône le Oui. physique aussi beaucoup parce que bon, il y a des problèmes avec le streaming, bien sûr. Déjà le fait de ne pas posséder les films. Aussi, le gros problème, et ça c'est aussi un gros point noir qui peut arriver, c'est que dans les sites de streaming, ils mettent pas les versions longues ou ça dépend. Des fois ils mettent des versions longues ou pas les versions courtes. Et bien sûr tout ce qui est making of, etc. Ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est pour ça que le physique est bien supérieur au streaming. Mais je tiens quand même à le dire. Ce qui peut aussi être un peu embêtant, par exemple, pour un Batman vs Superman, par exemple, version longue, qui n'est pas facile d'accès en version longue. C'est ça. Bon, moi, j'ai le DVD, donc moi, c'est plus rapide. Mais en streaming, je crois que c'est quand même plus compliqué. Donc, en tout cas, voilà. Donc, t'as vu le film en version longue grâce à un ami qui possédait le film. Et C'est ça. là, qu'est-ce qui a changé, du coup, ta perception du film pour que ça devienne ton film préféré? Est-ce que c'est vraiment juste des pièces du puzzle là qui se sont tous imbriquées et là, tu t'es dit, c'est bon, là, j'ai tout compris? Donc, en fait, donc pour l'histoire, donc trouvé sur un site de streaming la version longue. Je ne Mhm. savais même pas que ça existait, les versions longues au film, les versions courtes, les versions longues, je n'étais même pas au courant. Et donc j'ai vu ce film que moi j'avais vu qui durait à peu près 2h20, 2h30. Et là je vois 3 heures. Je me dis bon bah ok, j'ai pas spécialement tilté. Je l'ai vu une première fois et durant mon visionnage, je me suis dit il y a des scènes en plus, il y a quelque chose en plus. J'ai l'impression il y a des scènes que j'ai pas vues, que je ne connais pas. C'est étrange. J'ai regardé tout le film en me posant cette question. Et puis le lendemain soir, je l'ai re-regardé, je suis retourné sur le site pour le revoir. Et là, je me suis dit, ah oui, donc il y avait vraiment des scènes en plus. Et j'ai fait un nouveau visionnage, cette fois-ci, en me concentrant sur ce qu'il y avait en plus, qu'est-ce que ça rajoutait. Et même si, donc je rappelle, j'avais pas encore tout cet esprit critique d'analyse, j'avais déjà mieux compris le film. Le film avait semblé plus simple à regarder, avait moins de longueur, moins de facilité. C'était bien plus compréhensible, surtout au niveau de l'histoire et de la narration. C'est en grande partie la narration qui te fut voilà, beaucoup plus claire. Mais est-ce qu'il y a eu un apport un peu plus personnel, émotionnel au film pour que ça devienne ton film préféré? Ou est-ce que c'était vraiment juste dans sa narration, sa construction, sa mise en scène qui fait que tu l'as élevé à un piédestal comparé aux autres films? On va pas dire en termes d'émotion personnelle, parce que même si voilà, c'est mon film préféré, mais c'est pas un film qui va m'émouvoir. Mais c'est surtout au niveau de la narration et du montage où, pour rentrer un peu plus dans l'histoire, on va vraiment avoir la mise en place complète de la guerre et du conflit entre les deux super-héros dans le film. Dans la version courte, on a cette mise en place, mais il y a certains passages où ça va trop vite, où c'est mal géré. Le montage fait qu'on va passer d'un endroit à un autre pour revenir à un autre endroit, pour aller à un troisième endroit, pour revenir au deuxième endroit. C'est assez bordélique. Dans la version longue, on a vraiment un montage différent qui va faire en sorte de suivre au fur et à mesure les différentes intrigues et mettre en place toute cette histoire de conflit
entre les deux héros pour ramener justement à tout cet acte final qui dure à peu près trois quarts d'heure entre le combat entre Batman et Superman, puis l'autre combat qui suit jusqu'au final du film. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et que j'ai aimé. J'ai vraiment pris du plaisir, beaucoup de plaisir à regarder ce film, beaucoup de frissons aussi avec des scènes épiques et grandioses. On pourra en parler après, mais voilà, c'est vraiment ça que j'ai aimé en fait dans le film, dans la version longue. Est-ce que c'était un peu ce film qui t'a commencé un petit peu à t'ouvrir peut-être aux portes de la filmographie par exemple de Zack Snyder? Ou est-ce que tu avais déjà vu d'autres de ses films avant, de sa filmographie, pour que tu puisses apprécier encore plus peut-être sa direction? Ou est-ce que c'est vraiment ce premier film qui t'a sauté aux yeux Alors, en fait? oui, c'est clairement ce film qui m'a fait de plus en plus m'intéresser aux films de super-héros, aux films de comics. À la suite de mes différents visionnages, j'ai regardé Man of Steel, que j'ai adoré. J'ai regardé Justice League, qui, même à cette époque, sans cette sensibilité artistique et cet esprit d'analyse, Justice League de 2017 que j'ai détesté, et que j'ai déjà trouvé très mauvais. Ça c'est normal. Euh, C'est normal. C'est une c'est psychologie c'est- tout à fait c'est- normale. c'est normal. Et puis au fur et à mesure, je vais continuer à rattraper les différents films de super-héros, uniquement du côté de chez DC. Donc j'ai regardé ensuite Aquaman en 2018. Et puis, pour faire aussi une petite aparté, en 2018, j'ai été voir Avengers Infinity War avec mes amis au cinéma. Je ne connaissais pas les films du MCU, j'avais dû en voir un ou deux. J'avais dû voir Doctor Strange chez des amis un ou deux ans avant, mais sans savoir qu'il y avait un univers tout autour. Et donc par la suite, après avoir vu Infinity War, j'ai regardé tout le reste des films du MCU et c'est vraiment ça qui m'a fait aimer. C'est le fait de tout regarder qui m'a fait aimer tous les films de super-héros, mais toujours en gardant cette, on va dire, petite préférence pour quelques films d'ici, donc notamment Man of Steel et BVS. Cette préférence pour cet univers, ce ton plus mature, plus sérieux et on va dire, un peu plus centré sur l'épique et voilà, sur l'épique, le grandiose sans avoir tout cet aspect léger et humoristique qu'a le MCU, qui est parfois très très bien. Mais voilà, j'ai vraiment pu comparer justement les deux univers et me dire, oui, là vraiment, c'est BVS, c'est un film, même s'il y a plein d'autres films qui sont très bons, BVS, je le place encore au-dessus et c'est un film que j'aime de tout mon cœur. Pour résumer un petit peu ce que tu préfères aux quelques films du Snyderverse. D'ailleurs, Justice League version la Snyder Cut, qu'est-ce que t'en avais pensé? Quand c'est sorti, j'étais pas encore, j'avais pas encore Twitter. Je savais pas qu'il y avait un hashtag, un mouvement pour que Snyder puisse faire son film, sa version. Donc j'étais pas au courant de tout ça. J'ai feuilleté tout après et j'ai vu passer l'annonce comme quoi il allait faire un nouveau montage de Justice League. Donc là, je me suis dit, ah bah c'est cool, on va avoir un nouveau film. Quand il est sorti, je l'ai regardé en me disant, bon, bah ça va sûrement être meilleur. En plus, ça dure 4 heures, il y aura des scènes en plus. Ça va sûrement être mieux que la version cinéma. En même temps, c'était pas très compliqué. Et là, je l'ai vu. Alors j'avais cours aussi à ce moment-là, donc j'ai pas pu le regarder une fois en 4 heures, c'est trop long. Et puis j'avais pas le temps. Du coup, je l'ai regardé en deux fois 2 heures. Et vraiment, j'ai pris une claque monumentale. Même si je trouve qu'il a quelques défauts, voilà, mais c'est un film que j'adore, j'ai trouvé incroyable. Et encore une fois, même si dans BVS, la version longue était un tout petit peu plus longue donc que la version cinéma avec une demi-heure à peu près en plus, là on a rajouté 2 heures au long métrage. On retrouve encore cet aspect narration, montage, développement qui font vraiment que la qualité du film va changer. La qualité du film change, la qualité des personnages, tout l'empathie qu'on peut développer pour les personnages, c'est quelque chose vraiment qui a été amélioré entre les deux versions. Et c'est ça vraiment que j'ai aimé. Et je me suis dit, là, waouh, Snyder, il nous a fait sa trilogie avec Man of Steel, BVS en version longue et la Snyder Cut. Ah bon, voilà, je voulais en venir, t'as répondu à ma question. Voilà, donc c'est le digne successeur, voilà, de Batman vs Superman. Il y a aucun doute là-dessus. Toi, voilà, t'es beaucoup plus dans cet aspect, pour résumer un peu, où t'essayes d'iconiser ces super-héros. L'approche iconisante des super-héros te plaît beaucoup plus à l'aspect un peu plus, certes plus léger et terre à terre, pardon, que peut avoir le MCU par exemple. Ça t'a beaucoup plus impacté à ce niveau-là. C'est ça. En fait, je vais prendre comme exemple une comparaison entre Superman, on va dire, et Thor. Thor, donc qui est Thor un dieu dans le MCU. On va avoir des scènes dans Infinity War où vraiment Infinity War pour moi c'était Thor Prime. C'était vraiment c'était le film où il était le plus
le plus stylé, le plus épique. Mhm. Mais on a vu avec Thor 4, ça a été complètement, c'est devenu juste un mec qui fait des blagues et qui met des coups et qui crie, quoi. Et moi, c'est tout cet aspect que j'ai aimé, du coup, ne pas retrouver dans le Superman d'Henry Cavill, où il a toujours été, Snyder a vraiment réussi à l'iconiser et à le rendre vraiment, vraiment, en fait, à le montrer comme un dieu. Il a toutes ces scènes dans BVS, toute la scène où les journalistes parlent de lui, de sa légitimité quant à ses actes. Est-ce qu'il doit respecter les lois ou non? On a toutes ces scènes où il va aller sauver des gens, où il est perçu vraiment comme un dieu par tout le monde. C'est aussi accentué par la mise en scène de Snyder, le travail sur toute la photographie, la réalisation, qui veut le montrer comme un dieu. La scène dans la Snyder Cut où il a son costume noir et il s'envole avec la vue sur la Terre, le soleil. Enfin, c'est vraiment des choses qui vont faire ça va l'iconiser et le rendre vraiment stylé, épique, grandiose. Et c'est ça que j'ai adoré avec ce personnage. Il lui redonne ses couleurs, il lui redonne tout cet aspect. Il lui redonne ses lettres de noblesse. C'est ça, Ok, exactement. très bien. Il lui redonne ses lettres de noblesse et on a vraiment l'impression de voir un vrai Superman. Quelqu'un qui est perçu comme tout le monde, comme le sauveur, comme un dieu et qui est capable de tout faire. Et c'est tout cet aspect vraiment que moi, j'aime de tout mon cœur. La façon dont Snyder, le traitement de Superman par Zack Snyder est pour moi absolument parfait. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre dans le rôle. Et je vais aller voir le Superman de James Gunn, ça, il n'y a pas de doute, parce que bah, c'est du cinéma et ça m'intéresse, j'adore le personnage. Mais je sais, même si je lui laisse sa chance et ce sera peut-être très bien, je sais que je n'aurai pas autant d'amour pour lui et je ne serai pas autant convaincu qu'avec Henry Cavill. Et du coup, moi j'avais une question. Tu parles beaucoup de Henry Cavill étant ton Superman préféré. Pas de petits mots sur Christopher Reeves, par exemple? Est-ce que tu as vu ces films? Alors, c'est des films que je n'ai pas vus, qui sont évidemment dans ma liste de films à voir. J'ai déjà vu plein d'extraits sur les réseaux. Je sais que je dois regarder ces films justement pour me faire une comparaison. Mais je lui laisserai une chance et c'est sûrement des films qui sont très bien. Mais du peu que j'en ai vu, je pense que ça n'arrivera pas, ça n'atteindra pas tout ce que je pense du Superman d'Henry Cavill. Mais voilà, sans vouloir dénigrer quoi que ce soit C'est ou un faire des avis propos quelconque, que, hein, ce n'est pas, il voilà, n'y aurait pas de dénigrer, c'est pas de point à dénigrer, il n'y a y a rien de tout ça, c'est ça. c'est un avis particulier, mais Mm. voilà, le moyen de se faire un avis, bien sûr, c'est de voir le film, mais il n'y a pas de souci en tout cas, parce que c'est quand même des films qui sont aussi très iconifiés, pardon. Donc, Mm. je pense que tu retrouveras un petit peu cet aspect-là, mais peut-être que voilà, la mise en scène, etc., peut-être changer en fonction de tes goûts et de tes envies. Mais bon, Ouais, c'est ça. je pense qu'on a fait un gros tour un petit peu sur un petit peu pourquoi t'as aimé le film. Alors oui, dernière petite question. Voilà, Zack Snyder, est-ce que c'est un peu ton réal préféré depuis que t'as vu ce film? Alors malheureusement non, enfin malheureusement, c'est pas mon réal préféré. Je suis fan de son travail sur les films DC Comics. Ça, c'est indéniable. J'ai vu Watchmen aussi que j'ai trouvé excellent, vraiment excellent, j'ai adoré. Mais je trouve qu'aujourd'hui, son cinéma, sa façon de réaliser, c'est quelque chose qui est de moins en moins appréciable et ça marche pas avec tous les univers et ça marche pas avec tous les scénarios. Je vais prendre tous ces films d'ici où on a beaucoup de héros qui sont perçus, qui sont un peu des dieux, des déesses, Superman, Wonder Woman. Donc toute sa patte, ses ralentis, ses musiques très épiques, très divines, ça marche bien. Ça va avec le style et avec l'univers. Je prends ces derniers films Rebel Moon, c'est voilà les deux Rebel Moon. Alors j'ai pas vu les versions longues parce que j'ai pas trouvé le temps et je sais pas si je trouverai le temps, il faudrait. Mais j'ai vu que les versions courtes de Rebel Moon qui sont sorties sur Netflix et je les ai trouvées vraiment vraiment mauvaises. Où j'ai trouvé qu'il abusait sur beaucoup de choses, il abusait sur les ralentis notamment. J'ai trouvé ça très cringe, très gênant parfois. C'était vraiment too much en fait, c'était vraiment trop. Et au-delà de ça, l'histoire, le méchant, voilà, tout ça, j'ai pas trouvé ça bon. Il y avait trop de fond vert, c'était trop artificiel. J'ai vraiment pas trouvé ça bon. Ok. Donc, c'est un réalisateur que j'aime pour son travail sur les films de comics, sur les films d'ici. Mais pour le reste, après, je vais continuer de regarder ses films. Mais pour moi, Snyder, c'est pas vraiment un gage de qualité aujourd'hui.
Ça va dépendre D'accord. vraiment de l'histoire qu'il a à proposer. Plutôt peut-être de l'univers, parce qu'on constate quand même que Zack Snyder est un très bon réal, Oui, enfin un bon réal, ou voire un très bon réal pour certains, pour tout ce qui est de l'univers des comics, surtout de DC c'est Comics, ça, parce que sa patte correspond parfaitement à ce qu'est l'univers DC Comics, qui est c'est ça. un univers qui parle justement de cette connexion justement entre les super-héros et les comparer à des dieux, que du côté de Marvel justement, on est beaucoup plus sur des héros fragiles, beaucoup plus humains, qui ont des faiblesses justement, comparé justement à DC, qui sont pour la plupart parfaits et rangés au rang, bien sûr, de dieux par ce biais justement d'icônes qui sont créées. Ça. Et la réalisation de Zack Snyder, pardon, aide à rendre ça crédible. C'est On ça. l'a bien vu justement que quand on met un réal Marvel sur un film d'ici, Josh Whedon sur Justice League, et qu'on le compare avec la Snyder Cut, ce n'est pas du tout le même film, et on constate que le gage de qualité n'est pas du tout le même. C'est Donc ça. je pense que DC et Zack Snyder, moi, c'est un mélange que j'apprécie beaucoup, même s'il y a beaucoup de problématiques, mais je pense que dans l'univers qui a été mis en place, malheureusement, il y a un gros méchant, et je suis obligé d'en parler parce que là, on rentre un peu dans la partie un peu des coulisses un petit peu du film. Warner Bros. Qui, depuis que Nolan est parti, ne fait plus trop confiance, on a l'impression, à ses réalisateurs, et on atteste justement du charcutage un petit peu de contenu qui font que 30 minutes de film peut changer un film d'une version courte qui, de mon point de vue, n'est pas un très bon film et qui a des gros trous scénaristiques dans sa version courte, malgré que il y avait des bonnes idées derrière, alors que la version longue, comme tu l'as si bien expliqué, a résolu en grande majorité, je ne dirais pas tout, parce qu'il y a deux, trois points qui m'irrissent quand j'ai revu le film et qui m'ont rendu fou sur le scénario, mais cet aspect où justement où on s'attarde beaucoup plus sur l'enquête, où on développe, où on prend beaucoup plus son temps, ça c'est une partie que j'ai beaucoup aimé, toute la première partie du film, jusqu'à l'affrontement entre Batman et Superman, pour moi c'est un très bon film. Et ensuite, on a un deuxième film, pour ma part, à partir du moment qu'il y a eu le combat et l'apparition, attention, si vous n'avez pas vu le film, attention, ça va un petit peu spoiler, l'apparition de Doomsday. Et même dans sa version longue et dans sa version courte, moi, je suis désolé, mais il y a un énorme problème. Qu'est-ce qu'il fout là? Je ne comprends pas l'utilité de ce personnage, son apparition il est catastrophique. Il y a rien de naturel dans cette apparition de méchant. C'est juste un méchant qui apparaît, un gros boss. Et puis voilà, on le vainc, même s'il y a un sacrifice à la fin avec la mort de Superman. Je trouve quand même que si on s'était attardé justement sur un Batman vs Superman, et ça c'est de mon avis, qui justement pendant 2 heures et demie, oui c'est long, mais je pense que si on s'était attardé sur 2 heures et demie, sur une grosse enquête, sur de l'introspection, sur comment justement Superman et Batman se voient, les idéologies qui se confondent un petit peu, tout ce qui marche très très bien justement dans la version longue, dans la première partie du film, pour arriver et construire cette tension, pour arriver au point culminant qui est le combat final entre Batman vs Superman. Je pense que ça aurait fait un film grandiose et qu'à la fin on apprend qu'il y aurait eu un grand Manitou derrière tout ça, un peu parce qu'il y a aussi un film qui est sorti dans la même période en 2016 que Batman vs Superman, c'est Civil War, qui reprend un petit peu le même concept que Batman vs Superman, où on a deux équipes dans Civil War, parce qu'ils ont des différences sur un projet de loi qui est mis en place, et qu'à la fin, on apprend qu'il y a un grand Manitou derrière, mais ce péchant, on l'apprend qu'à la fin. S'ils avaient repris cette trame-là de Civil War, qui moi, je trouve, est un bon film du MCU, je pense que Batman vs Superman serait, pour moi, un excellent film. Mais le problème, c'est que toute cette fin avec Luthor, Doomsday, qui arrive comme ça, il arrive un peu de nulle part, alors que si on s'était vraiment concentré sur juste Batman vs Superman pour ensuite teaser. Voilà, on peut teaser la suite avec peut-être un Doomsday, la mort de Superman dans un autre film. Moi, j'aurais trouvé ça excellent et je pense que ça aurait été un des films les plus réalistes. Non, à ce point-là, on n'est pas sur les films de Nolan non plus, mais sur un film d'une grande qualité. Un peu, justement, un peu à la même manière que Man of Steel, où
On apprend un petit peu cette introspection avec Superman, etc., comment les gens le voient, même si, bon, c'est beaucoup plus court aussi dans Man of Steel et peut-être un peu moins bien géré. Mais je trouve que c'est un film qui a énormément de potentiel, mais qui a été un peu gâché, et même s'il a été corrigé dans sa version longue, je trouve que ces dernières parties, ce dernier acte, avec Doomsday, Luthor, vraiment, il n'y a aucune scène qui arrange ça, en réalité. Parce que, pour être tout à fait d'accord, hein, toutes les scènes additionnelles se passent dans le premier acte ou le deuxième acte pour consolider ça, on est bien d'accord là-dessus. C'est ça, oui, oui, Voilà. complètement. Mais moi, ce que je trouve que très dommage, c'est qu'ils n'ont pas réglé cette dernière grosse partie du film, où je pense qu'il aurait pu mériter beaucoup plus de scènes en fait. Alors que justement, un Justice League Snyder Cut qui reprend énormément de points qui n'allaient pas, tout en gardant la trame de base, hein, la trame de base alliée, mais en rajoutant plein d'éléments derrière, je trouve que c'est un très bon film et de largement pour moi bien meilleur que les deux autres, à savoir Man of Steel et Batman vs Superman. Moi, je trouve que c'est quand même, voilà, il y a une sensation d'inachevé avec cette version longue de mon côté. Parce que, comme tu l'as dit, niveau effets spéciaux, niveau de l'ambiance, niveau mise en scène, c'est du Zack Snyder. C'est un des films qui n'en abuse pas trop de la patte de Zack Snyder, je trouve. Il n'y a pas trop de ralenti dans ce film d'ailleurs, ce qui est agréable. Des fois, ça ne brise pas le rythme, hein, comparé justement à Zack Snyder Justice League, où bon, là, il en a un petit peu raffolé. Mais je trouve que Zack Snyder avait trouvé un bon équilibre, mais malheureusement que le scénario il manque encore deux, trois éléments pour qu'on élève encore plus le film. Parce qu'au niveau du divertissement, ça, il n'y a pas de souci, c'est bien. C'est très bien. Henry Cavill en Superman, comme tu l'as dit, très très bon Superman. Moi, j'ai rien à dire. Pour moi, il est au même niveau que Christopher Reeves. Ça, il n'y a pas de souci. Batman, avec Ben Affleck. On va y revenir un petit peu sur lui, un petit peu après. Moi, je trouve que c'est un Batman correct. Pas non plus un excellent Batman. C'est presque plus un Bruce Wayne qu'un Batman, pour moi, dans mon idée. Et par contre, Lex Luthor, pour moi, c'est un gros nom. Voilà. Moi, c'est un gros nom quand j'ai vu le film. Vraiment, le plus gros point noir, c'est Lex Luthor, interprété par Jesse Eisenberg, je sais plus son nom. Heisenberg. Voilà, qui a joué dans le Social Network. Pour moi, il m'a rendu fou du début à la fin. Vraiment, caractère complètement opposé au personnage de Luthor, qui justement, dans ma version à moi, un peu idéalisée du film, qui le rendrait meilleur, à mon humble avis. Je ne suis pas scénariste, donc est-ce que ça aurait été un meilleur film? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais aimé voir un Luthor beaucoup plus manipulateur, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mature aussi. Parce qu'on a, bon, ce Luthor-là, il est quand même très jeune, il est un peu foufou, il va un peu dans tous les sens. Bon, il m'a agacé un petit peu avec son interprétation aussi, ça n'arrangeait pas trop pour moi ce personnage. Après, bien sûr, il est antipathique, donc au final, il joue bien son rôle Oui. en tant que méchant, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, pour résumer un petit peu, pour moi, c'est un film qui règle des problèmes, mais n'a pas réglé tous ses problèmes. Il règle pas du tout tous ses problèmes, surtout dans la dernière partie du film. Je suis d'accord avec toi sur pas mal de points. Pour moi, il y a deux gros soucis. Donc la version courte, on en a déjà parlé au niveau du montage, tout ça. Mais dans la version longue, il y a deux gros soucis qui persistent. À commencer, pour moi, c'est le teasing de toute la suite, en fait. Tout le teasing avec, alors qu'il y ait Wonder Woman dans le film, ok, c'est bien, c'est cool, Wonder mais tout le Woman, teasing, oui, elle rentre un peu dans le film, ouais, ça va. Et en vrai, on aurait pu s'attendre à une apparition beaucoup moins. Elle vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça va. oui, ça va. Ça va, mais bon, elle ne sert pas à grand chose dans le scénario, à part vraiment à teaser le truc. C'est ça, mais pour le- tout ce côté avec Flash, Aquaman, tout ce teasing, pour moi, ça n'a rien à faire là. Ah, c'est Pour un moi, gros. Pour moi, c'est une scène post-générique. c'est un. Voilà. C'est, Ah, voilà, je c'est, voulais y venir justement. Je pense que toute cette scène fait référence, bien sûr, à la scène du cauchemar de Bruce. c'est ça, complètement. Cette scène du cauchemar de Bruce, je pense que, très sincèrement, ce qu'on aurait pu même faire, ça aurait pu faire une fausse scène de post-crédit. Ça veut dire une scène après un épilogue, ou par exemple après l'enterrement de Clark Kent. On aurait pu avoir justement une scène où on voit Bruce Wayne voilà, s'allonger, un peu déprimé, il s'endort, et on aurait pu avoir cette scène. Et là, ça aurait pu marcher.
On aurait eu, on aurait eu un teasing, on aurait eu quelque chose, voilà, cette scène de cauchemar. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, on arrive justement à cette dernière scène où on découvre tous les méta-humains. C'est ça. Mais malheureusement, le mettre en plein milieu du film avec un Flash qui vient du futur, qui annonce des choses qui seront aussi encore annoncées dans la Justice League et qui malheureusement ne seront jamais conclues, puisque c'est terminé, c'est dommage. Ça brise un peu le rythme du film, c'est un peu un out of context, il nous fait dire, voilà, attention, on tease quelque chose. Alors qu'ils avaient très bien teasé déjà l'arrivée de Darkseid, de Steppenwolf, déjà, à la toute fin du film, Oui. avec les cubes, etc. Ça, c'était un bon teasing, très subtil. Pour tous ceux qui connaissent les comics, ils sont contents, ils ont vu, on va voir Steppenwolf, on va voir Darkseid, après la suite, voilà, les cubes, etc. C'était très bien. Alors que là, faire 5 minutes de film, alors en plus, ça a été bien utile de faire cette scène du cauchemar. Pourquoi ? Parce que t'as très bien parlé du trailer de Batman vs Superman, mais ça, je suis obligé d'en parler parce que pour moi, il est mémorable, ce trailer de Batman vs Superman, parce que on te montre 90% du trailer, c'était un combat Batman vs Superman, une grosse confrontation, ça va se batailler pendant plus d'une heure, etc. On a justement ces scènes où on le voit le démasquer, le torturer, etc. On se dit, purée, qu'est-ce qui se passe, comment ça, Superman il est méchant, etc. Mais non, en fait, ça se base uniquement que sur un cauchemar qui tease en fait un prochain film. C'est ça, Ouais, complètement. ça, Après, moi, ça m'a rendu fou, tu vois. C'est aussi un peu ces films, tu vois, les films à la Warner et au MCU, au Marvel après, qui m'ont complètement fait arrêter de regarder des trailers, pour moi. Moi, j'ai complètement arrêté de regarder ça. Moi, la seule façon de me hyper un peu d'un film, c'est en regardant un teaser, voilà, 40 secondes, vous comprenez l'ambiance un peu du film, sans trop en dévoiler, et ça m'a suffi. Parce que... je dirais pas non plus que c'est de la publicité mangère, mais quand même, ils en profitent beaucoup, quoi. La Warner en a beaucoup profité de ce genre de stratagème, même du côté du MCU, bien sûr. oui, oui, mais aujourd'hui, il y a moins d'engouement pour les films, il y a de moins en moins moins en moins de choses, et donc dans les trailers, ils en montrent beaucoup trop. Et c'est ce qui s'est passé pour moi pour Batman vs Superman. Pour toutes les bandes annonces, c'était inutile de montrer toute la partie Doomsday, Wonder Woman, tout ça, c'était inutile. Il fallait vraiment juste centrer toute la communication, tout le marketing, il fallait le centrer sur Batman et Superman. Oui, mais juste en Pour fait, hyper tout le monde. le fait d'avoir un film Batman vs Superman, on veut du Batman vs Superman, et on veut C'est cette ça, tension qui monte à travers tout ce film pour avoir un climax final. C'est ça que moi j'attendais de c'est ce ça. film. Qui malheureusement on l'a pas eu, on a eu un sous-boss qui était justement Batman vs Superman, qui a amené par la suite Doomsday. Mais il y a quand même dans le comics un très gros passage où il y a un combat qui est très sanglant, avec des vrais dialogues, une vraie remise en question des deux personnes, des deux protagonistes. C'est Et ça. malheureusement, on l'a pas. Parce que bon, on en parle aussi du dénouement de ce combat, qui, bon, moi je fais partie de ces gens-là Oui, qui ça m'a rendu fou en voyant ça. Le fameux Martha. Oui, parce que bon, dire le nom d'une mère vous fait arrêter un combat à mort, deux idéologies différentes. Alors j'ai envie de dire, oui, alors vous allez me dire, oui, mais Bruce Wayne, il a un pet au casque. C'est vrai. Il a un pet au casque, on l'a vu dans le film, et on le ressent un petit peu. Mais le problème, c'est qu'on l'a pas assez ressenti dans le film. Alors oui, on a 2-3 scènes éparses, par-ci par-là, où on voit le cercueil de sa mère, où il y a une grosse chauve-souris à l'intérieur, etc. Mais bon, on le ressent pas. On n'a pas ressenti cet aspect ultra torturé psychologiquement de la part de ce Batman-là, de Ben Affleck. Parce que justement, si on s'était attardé beaucoup plus sur l'aspect torturé de Bruce, je pense que cette scène serait beaucoup plus impactante. oui. Ah bah Malheureusement, oui, malheureusement comment elle est amorcée, comment elle est venue, et comment elle s'arrête, et qu'ensuite, les deux personnages, voilà, ils sont devenus amis, voilà, BFF pour la vie, pas de problème. T'as dit le nom, t'as dit le nom c'est de ta ça. mère, ça m'a rendu fou, ça. C'est trop rapide, c'est pas assez bien fait pour moi. Alors même si on voit bien que Bruce Wayne il est pas bien par rapport à ses parents, enfin voilà, il y pense beaucoup. On voit qu'il est moitié malade, il prend des cachets, on sent que ça va pas. Pour moi, le fait que Bruce Wayne arrête et Batman arrête de combattre Superman par le Martha justement, ça aurait dû être fait de façon pas juste avec un simple oh là là il entend le prénom Martha, c'est tout. Ça aurait dû être fait avec des images, une vision par exemple où je sais pas moi, où il
Ils vont jusqu'à se battre dans le manoir Wayne. Ils se battent à côté de la tombe de ses parents. Et là, il se rend compte que voilà, il se passe quelque chose avec sa mère, avec la mère de Superman s'appelle aussi Martha. C'est quelque chose qui aurait dû être développé et fait d'une meilleure manière. Et même pour moi, tout cet aspect où Superman veut sauver sa mère qui est prise par Lex Luthor, enfin, pour moi, ça, c'est un raccourci scénaristique. Parce que Lex Luthor lui dit si tu vas pas combattre Batman ou si tu disparais, on tue ta mère. Superman, en 4 secondes, il peut savoir où est sa mère et aller la chercher. Oui, voilà, le deuxième gros point scénaristique. Gros C'est truc ça. scénaristique, ce qui m'a rendu fou. J'ai vu le film, ça m'a rendu fou. J'ai fait comment t'es otage de ce type? D'accord? C'est pas Oui, possible. c'est ça. T'es pas possible. C'est ça. T'es pas en otage de Lex Luthor. Le pire, c'est que ça a été prouvé au début du film. Ça a été Oui, prouvé. oui. Ça a été prouvé par A plus B que notre cher Superman pouvait aller à Nairobi en Afrique récupérer Lois Lane alors qu'elle avait un pistolet sur la tempe d'un terroriste. C'est ça. C'est ça. Donc Enfin, c'est ça qui est. je ne comprends pas en fait. C'est un des gros points où je me dis, mais en fait, tout cet aspect du combat est fictif à cause du Oui, personnage de Luthor, justement. Le fait que ça soit directement Luthor qui influence sur ce combat et non pas justement l'animosité entre Batman et Superman, alors que pourtant on avait teasé 1 heure avant dans le film quand Superman détruit la Batmobile de Batman, alors que lui, il essayait de récupérer justement la cargaison de la kryptonite qu'il y avait à l'intérieur dans le Portugais blanc, donc le navire. On ressentait cette animosité. Il fait maintenant, il y a ton bat signal, maintenant c'est moi qui m'en occupe, toi tu peux rentrer chez toi, tu peux plus rien faire. Là, il y avait de l'animosité. Là, il y avait un vrai truc. Pourquoi ils ont pas juste continué et escaladé et continué à monter la pression jusqu'à un point de non-retour où ils s'affrontent vraiment? Et justement, ce point de non-retour, on ne sait pas de quoi vient ce point de rupture, mais au-dessus de tout, à la fin, on aurait une révélation comme quoi ça aurait été Luthor, par exemple, qui aurait manigancé tout ça. Parce qu'on constate dans le film, d'ailleurs, que Luthor connaît l'identité de Batman, connaît l'identité de Superman, il connaît oui. tout. Alors qu'il aurait pu très bien juste s'asseoir et juste les laisser s'entretuer. Oui, ah bah c'est clair. C'est Après, pour ça que pour moi, ça me frustre de me dire que Luthor, voilà, il a un impact direct sur les deux super-héros, alors qu'il aurait pu juste tout simplement s'écarter, et comme ça, on n'aurait pas eu Doomsday, on n'aurait pas eu tous ces trucs-là, il aurait resté juste en retrait, et on aurait teasé un prochain film avec Doomsday, et pas juste nous le servir comme un plat, comme ça, alors que c'est un méchant quand même assez très important, notamment dans la mythologie de Superman. Euh, Pourquoi juste nous donner en pâture comme ça pendant 15 minutes, voilà, un petit méchant gratuit, le petit paquet surprise en plus, à la fin. Moi, c'est oui, ça c'est ça qui m'a rendu fou, en fait, c'est ces 2 points-là. Le combat amorcé d'une façon, voilà, catastrophique, et plutôt pas catastrophique, mais plus superficielle, alors qu'il y avait de la matière pour qu'il y ait de oui. l'animosité entre les deux, et ce méchant qui est venu du sang de Luthor, bon voilà, on ne sait pas comment, il a mis le corps de Zod, il a mis son sang, et ça a donné cette créature. On ne sait pas de comment, de briques et de broc, comment il est venu, et pouf, voilà, un nouveau méchant, invulnérable, indestructible, et qui, voilà, nous fait ramener le trio originel de la Justice League avec Wonder Woman, etc. Bah, pour moi, tu vois, c'est toute cette animosité entre les deux héros, tout ce conflit, tout ce que va faire Luthor, tout ça, pour moi, dans la version longue, tout au long du film, c'est très bien fait. C'est très bien amené. Et moi, je suis un peu en désaccord avec ce que tu dis, dans le sens où, enfin, surtout sur Jesse Eisenberg, moi, je l'ai trouvé bon dans le rôle de Lex Luthor. Après, voilà, c'est que mon avis. Je Après, l'ai c'est trouvé peut-être une plutôt bon. frustration personnelle vis-à-vis du personnage de Luthor aussi, c'est peut-être pour ça. Mais, mais, Faut dire les choses aussi. C'est peut-être Mais plus une pour moi, frustration personnelle. c'est bien fait. Tout ça, toute la façon dont il va amener les deux à vraiment à se battre, c'est très bien amené, à part, oui, à part l'enlèvement de Martha. Mais ce qui est, pour moi, le truc illogique, il fait tout son truc avec Zod pour faire arriver Doomsday. Mais en gros, lui, ce qu'il voulait faire, de base, c'était éliminer Superman. Avec la kryptonite, tout ça. Donc, il fait en sorte que Batman tue Superman. Mais, si Batman tue Superman, bah, Doomsday, il est là. Euh, Comment on fait? Il trouvait que Superman était une menace. Bah, Doomsday, je suis désolé, mais c'est une menace 3 ou 4 fois pire que Superman. Mais Comment ça, on fait? Comment on fait s'il n'y a plus Superman? Comment on fait? Batman Donc, ne peut rien faire.
Bah, tu C'est nous fais ça. rien Donc faire. c'est quelque chose qui est c'est dommage. C'est dommage de l'avoir amené comme ça. Mais après, je veux aussi revenir sur sur l'enlèvement de Martha. On va se consoler en disant que sans ça, sans on va dire ce raccourci dans le sens où Superman ne peut pas aller la sauver, sans ça, et ça va faire la transition avec le Batman de Ben Affleck. Sans ça, on n'aurait pas eu cette scène de combat dans l'entrepôt de Batman, qui pour moi aujourd'hui c'est encore la meilleure scène en live action de Batman. Ah, Et on bah n'a tu pas me vu fais mieux. plaisir parce que je voulais venir, je voulais amorcer. Voilà, t'as tout fait à ma place, t'as tout amorcé. Est-ce que pour toi d'ailleurs, c'est ta scène préférée du film d'ailleurs, cette scène dans l'entrepôt avec cette scène de combat de Batman qui, faut bien l'avouer, claque. Elle claque bien quand même cette scène. Je sais pas si c'est ma scène préférée. Je t'en parlais tout à l'heure, toute la scène de débat sur la légitimité de Superman avec tous ses plans où il va être perçu comme un dieu. Je crois que ça, c'est ma scène préférée. Mhm, Et ma deuxième scène préférée, ou presque, on va dire à égalité, c'est cette scène-là. mhm. Cette scène où vraiment on a un vrai combat. Enfin, ce combat de Batman qui Ah, défonce tout le monde. un combat Euh, un peu, la- pardon de t'interrompre, mais un combat qui est un petit peu perçu aussi comme illogique un tout petit peu dans la nature même de Batman, mais qui pour moi fait complètement sens parce qu'on dit voilà c'est un Batman qui ne tue pas. Alors oui, Batman brise des nuques, Batman met des couteaux dans les torses des gens. Oui, c'est ça. c'est compliqué. Hein, on ne sort pas indemne de ça. Aussi, le fait de se prendre 3 coups de pistolet dans sa tête, et sa tête est indestructible grâce à son masque. Oui, mais je trouve que justement ce Batman-là a besoin d'être violent. C'est un Batman qui Oui, est censé être violent, beaucoup plus aigri. Il a déjà 20 ans dans les pattes. Le Joker l'a déjà fait trop mal. Robin est mort à cause de ça. Je pense que bon, il a dû craquer à un moment donné. Donc, voir un Batman qui tue, oui, pour c'est ça. moi, dans cette Et version-là, ne me rend pas illogique dans ce cas-là. non, Ce qui fait un contraste aussi avec les deux idéologies de Batman et de Superman. c'est ça, c'est un Batman complètement torturé et on le voit vraiment être violent et c'est là où on en revient encore à la mise en scène de Snyder. Tout ce travail de mise en scène, de chorégraphie sur ce combat, Très belle chorégraphie, en ça, effet, ça, y a rien à ça dire. rend ça rend la scène, enfin, c'est jouissif à regarder. Pour un combat de super-héros, un combat de Batman, c'est jouissif à regarder, Parce- c'est génial. oui, parce que si on compare aux autres œuvres du Chevalier Noir, le plus gros point noir pour moi des films de Nolan, ça reste quand même l'aspect plus combat de Batman qui est juste du coup de poing, coup de poing, coup de poing, ce qui est pas illogique, mais qui n'utilise jamais ses armes. C'est ça. Alors que du côté de Robert Pattinson, bon, moi je l'aime énormément, le Batman de Robert Pattinson d'un point de vue du Ah, combat. ça me fait plaisir. Ça me fait Non, plaisir. d'un point de vue du combat, parce qu'il utilise énormément ses gadgets et tout aussi, c'est excellent. Mais je trouve que le Batman quand même de Ben Affleck, si on peut pas lui enlever quelque chose, c'est quand même toute cette brutalité couplée à l'intelligence de l'utilisation de ces objets. Voilà. C'est ça. Tout fait sens dans cette scène qui amène justement au sauvetage de Martha et on sent vraiment que c'est un vrai personnage qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, qui sait vraiment se dépatouiller de toute situation Ouais. avec justement cette violence, cette rage qu'il a en lui et c'est une scène qui résume parfaitement le personnage de Batman en tant que tel parce que c'est rare en plus qu'on le voit le personnage de Batman dans le film. On voit quand même beaucoup plus Bruce Wayne. C'est pour ça que je dirais même que Ben Affleck n'est pas vraiment un Batman en soi, mais plus un Bruce Wayne, qui est un excellent Bruce Wayne, plus qu'un excellent Batman. Parce que oui, il peut être critiquable un petit peu sur son côté Batman, mais en tant que Bruce Wayne, je le trouve très très bon en tout cas, notamment un Robert Pattinson ou un... Bon, Christian Bale, il a les deux. Pour moi, c'est mon Alors, préféré. euh, Ou un comparé justement à Robert Pattinson qui, bon, un Bruce Wayne plus éclipsé peut-être, mais je trouve que quand même Ben Affleck apporte un excellent Bruce Wayne, en tout cas. En tout cas, on le ouais, voit à l'œuvre. On le voit à l'œuvre déjà, comparé à c'est ça. d'autres allitérations. Celle de Christian Bale, on le voit quasiment jamais. Il est éclipsé complètement par le Batman. Et celui de Robert Pattinson, à part la scène où il était
aux funérailles. Bah, c'est ça. Bon. Après, t'as quasiment tout dit. Ben Affleck, c'est un très bon Bruce Wayne, je trouve. Je trouve aussi que c'est un très bon Batman, notamment dans tout cet aspect visuel, la carrure, le physique, le costume, que je trouve moi sublime. Je Par mets un peu rapport, plus de réserve sur le costume, moi de mon à, côté. Je préfère le costume, tu moi vois, j'adore. mécanique pur. Moi, j'aime beaucoup le costume mécanique, Ouais, plus que le je costume de comprends, je base. comprends. Je comprends. Moi, son costume de base, je l'adore. Après, si on regarde le Batman de Christian Bale, c'est un excellent Batman. Il a des très bons films. Son côté Bruce Wayne est un peu plus en retrait. Et Robert Pattinson, pour moi, tout cet aspect de Bruce Wayne, il va être traité peut-être plus tard dans les prochains films, mais en tout cas en Batman, Oh, bah, Robert moi j'ai hâte Pattinson, en je tout le trouve cas. excellent. Moi j'ai hâte en tout cas de voir le Batman 2 qui sort l'année prochaine. C'est ça. Non, pas l'année prochaine, Voilà. dans 2 ans, parce qu'il a été reporté, Oui, malheureusement, pour 2025. 2026. Malheureusement. Non, 2000 2026. oui, 2026, pardon. Oui, autant pour moi. Ça c'est triste, mais bon. Oui, oui, Attendons la bonne qualité, elle viendra en temps et en heure. Ça, je me fais pas de c'est ça. soucis. Avec ça, ça a le moyen vraiment, hein, un petit aparté, mais les The Batman, déjà le tout premier pour moi, Titi, The Dark Knight, s'il en fait une Oui, trilogie, peut vraiment éclipser la trilogie de Nolan. Je c'est tiens à ça. le dire. Oui, oui, je suis C'est d'accord. c'est dur à dire, mais c'est vrai. Parce que bon, Begins et The Dark Knight Rises sont des très bons films, mais qui sont un peu en deçà de The Dark Knight, qui est quand Oui. même le chef-d'œuvre absolu. Ah Ça, oui, il n'y a complètement. rien à dire. Moi, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Est-ce que Moi tu as aussi, d'autres... de Ouais. mon côté. Il y a déjà quand Non, même beaucoup de choses qu'on a discutées. oui, Voilà, on a vu pas mal de choses, pas mal d'aspects. Maintenant, on va se détendre un petit peu. J'ai un petit jeu que j'ai concocté pour cet épisode. Ça s'appelle le jeu du remplacement. Alors, qu'est-ce que donc le jeu du remplacement? On va se concentrer sur 2 personnages principaux du film, à Mhm. savoir Lex Luthor et Batman. Alors, pourquoi ces deux-là précisément? Parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de candidats au poste, notamment celui de Batman. Alors, je vais pas tout lister, mais Ben Affleck n'était pas le premier choix hein, en tant que Batman. Est-ce que Mhm. déjà tu as une idée un petit peu des acteurs qui auraient pu prétendre au rôle de Batman dans ce film? Alors là, c'est vraiment très compliqué. J'ai absolument aucune idée, étant donné on a déjà eu dans le cinéma on va dire quatre figures, quatre acteurs iconiques déjà de Batman, à savoir Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck et Robert Pattinson. Donc là, comme ça, j'ai pas vraiment d'idée de qui pourrait incarner Est-ce que tu une est-ce que nouvelle t'as- fois est-ce que incarner t'aurais eu Batman. une idée d'acteur qui aurait peut-être pu incarner, enfin qui était pressenti déjà pour incarner ce rôle dans ce film? Peut-être quelqu'un qui a un peu la même carrure que Ben Affleck, qui t'aurais pu voir? Alors, il a déjà joué dans un film de Nolan, dans un Batman de Nolan, mais au niveau carrure, visage, euh, j'aurais peut-être pu voir Tom Hardy, donc qui a joué Oh! Bane dans The Dark Knight Rises. Alors J'aurais peut-être pu voir Tom Hardy. Alors Tom Hardy n'est pas Hmm, n'est pas du tout dans la liste qui était pressentie, ça je te le oui, dis. oui, je sais. Mais c'est vrai que Tom Hardy, quand tu me l'expliques comme ça aurait pu être un excellent Batman, Oui, dans surtout celui du Zack Snyder. Déjà, il a la carrure. Bon, il a fait Bane, donc il avait déjà un peu la carrure, etc. Mais c'est vrai que quand tu le vois, il a un peu ce côté un peu beau gosse, etc. Ça aurait pu être intéressant d'avoir Tom Hardy, en effet. Quand je le vois, c'est pas trop mal. Parce que bon, il y a d'autres noms là-dedans où je me dis comment c'est possible qu'ils ont pu penser à ce genre-là, vraiment. Parce que je vais t'en donner un. Alors, pour moi, le premier qui aurait pu. Vraiment. Là, il y a vraiment zéro souci. Si ça avait été cette personne, il n'y aurait jamais eu de problème. C'est Josh Brolin, qui était considéré ouais. dans le rôle de ce Batman-là. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il a joué notamment Thanos dans les Avengers Infinity War et Endgame, et Cable dans les Deadpool. Voilà, je vais vous C'est ça. recontextualiser un petit peu. Josh Brolin qui a complètement la carrure, la mâchoire carrée, la gueule. Pour moi, c'était un candidat extrêmement sérieux. Vraiment, là, si tu me le remplaces, le Josh Brolin par... Enfin, Ben Affleck par Josh Brolin, pour moi, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Hein. Vraiment, il a vraiment la carrue. Il a l'âge aussi qui veut prétendre aussi dans le film, parce que c'est censé être un Batman plus usé, plus Mhm. âgé. Oui, Donc moi, ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux.
La deuxième personne qui fait son âge, et d'ailleurs qui est dans le film, d'ailleurs, Batman vs Superman, et qui joue un relatif à Bruce Wayne, c'est le père de Bruce Wayne, à savoir Jeffrey Dean Morgan. Oui, Donc Jeffrey Dean Morgan qui a déjà joué dans un film de Jack Snyder, qui jouait le comédien dans Watchmen, c'est ça. mais bien sûr qui est connu pour ceux qui sont un peu amateurs de séries, qui joue Negan dans The Walking Dead, voilà, bien sûr. Mais il fait sa petite apparition. Il était pressenti pour jouer le Batman, mais au final, il jouera le Bruce Wayne, ce qui est plutôt bien, au final. Oui, Pas oui, Bruce oui. Wayne, pardon. Thomas. Thomas. Thomas Wayne, pardon. Thomas Oui, Wayne. voilà, le père de Bruce Wayne, Thomas Wayne. Un autre prétendant aussi que je vois là, c'est Richard Armitage. Alors Richard Armitage, si vous voyez pas qui c'est, il a joué le nain taurin dans Le Hobbit. Donc Mm. l'un des nains, enfin le nain principal, bien sûr, c'était un peu le chef, voilà, des nains dans Le Hobbit. Qui là pour le coup, je le vois un petit peu moins dans ce rôle de Batman. C'est plus compliqué quand tu visualises comme ça et quand tu vois Ben Affleck et que tu essaies de comparer, c'est plus compliqué. Un autre personnage aussi, t'avais fait une allusion un petit peu à la trilogie des Spider-Man, etc. Ben, c'est un acteur de cette trilogie-là qui a failli y aller. C'est Joe Manganiello. Joe Manganiello qui a joué le personnage de Flash Oui, dans le tout premier Spider-Man de Sam Raimi, qui à la carrure, ça, il n'y a pas de problème. Il a pris du galon un petit peu aussi, John Manganiello, à ce niveau-là. Ça m'avait surpris, ça, par contre, de le voir apparaître, oui. mais trop jeune. Trop jeune pour incarner un petit peu ce Batman plus vieillissant, un peu plus expérimenté, mais un rôle, pourquoi pas, qui aurait pu être intéressant. Mais Mais alors, il faut noter aussi qu'il joue Deathstroke dans la scène post-générique ah oui, bien de sûr. Justice League de Alors, 2017. Il Deathstroke, joue Deathstroke et c'est tout. voilà, Et c'est tout, Deathstroke. on le voit plus. Deathstroke, qui s'en souvient, personne, il n'existe plus. Voilà, allez, C'est c'est ça. réglé. Alors que ça aurait pu être intéressant, vraiment, Deathstroke aurait pu être un méchant intéressant. Mais bon, il n'existera pas, comme le film solo de Ben Affleck, qui n'apparaîtra jamais. Hein, C'est ça. ce qui est bien dommage. Et alors là, par contre, quand j'ai vu ce nom, ils ont pressenti un acteur très connu, qui a explosé d'ailleurs avec peut-être le meilleur film de 2016. Est-ce que tu peux deviner déjà, un peu comme ça, qui ça peut être comme acteur? Le meilleur film de 2016. Alors, je sais plus quelle année c'était, mais en 2016, on a eu La La Land, Oui, tout à je fait. crois. Tout à fait. Ah, non, quand même pas Ryan Et Gosling. si. Alors ça, Ah, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Ryan Gosling aurait pu incarner, il était déjà pressenti par la Warner pour jouer le fameux Batman. Alors, pas d'offense à Ryan Gosling, mais bon, il a pas trop la carrure mm, d'un Batman ultra vieillissant, ultra ultra musculeux. J'arrivais plus à le dire le mot. Ça m'a fait tout drôle de le voir dans cette archétype de super-héros. J'ai envie de dire, bon, même s'il y avait une grande star là-dessus, bon, ils en avaient déjà assez dans le film, je trouve. oui, c'est ça. Je pense que, bon, je pense que Ryan Gosling a bien fait de choisir un autre film qui est La La Land. Ah oui, 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 Voilà. complètement. Je pense que là, il n'y a pas trop de doute là-dessus, mais bon, rien que le fait de l'imaginer dans, dans un costume, ça me rend... Alors, on est mauvaise langue, mais bon, Robert Pattinson a à peu près le même physique que Ryan Gosling aujourd'hui. Et au Et final, ça marche bien. oui, mais parce que c'est un Batman inexpérimenté, très jeune, qui est dans sa toute première année de justicier. Il y a une logique. Et Robert Pattinson joue à merveille ce Batman-là. Mais dans cette version-là du Batman qui doit être extrêmement vieux, enfin très expérimenté, vieux, etc., voir Ryan Gosling dedans, déjà, il y a un problème. Il y a un problème déjà de base. Et ce Batman-là, bien sûr, est basé sur les comics The Dark Knight Returns. Donc c'est un Batman qui est très vieillissant et extrêmement volumineux au niveau des muscles. Donc c'est un peu C'est ça. incompatible. Mais Mm. un Ryan Gosling, par exemple, dans les Batman de Matt Reeves, donc ceux avec Robert Pattinson, ça aurait pu rendre Ça quelque aurait chose. pas été. Ça aurait pu rendre quelque Oui, ça chose. aurait pu être Là, magique. on aurait pu rendre quelque chose. Mais bon, moi j'embrasse
Le fait qu'ils ont choisi Robert Pattinson, moi, ça me plaît énormément. Moi Voilà. aussi. Donc voilà, c'est à peu près une liste non exhaustive. Il y en avait d'autres, mais bon, je les ai pas tous mis. Mais c'est en tout cas les noms qui ressortent le plus, qui m'ont choqué. Mais on peut dire déjà que Batman, il y avait des noms, hein, des bons noms qui sont arrivés. Mais alors pour Lex Luthor, là, on en a une panoplie qui aurait pu prétendre. Est-ce que là, par exemple, avec Lex Luthor, tu avais des petits insides? Est-ce que tu as réussi un peu à voir quel autre acteur, à part Jesse Eisenberg, pardon, aurait pu incarner ce Lex Luthor là? Eh ben, tu sais quoi? C'est ce que je me disais tout à l'heure quand on parlait de Tom Hardy. Eh ben, pourquoi pas? Parce que je trouve, je vais aussi en parler, ça, Tom Hardy, pour moi, c'est un top acteur. Il est capable de jouer tout. Peu importe le rôle, il est capable de le jouer. Et il aurait même pu jouer Lex Luthor. Il aurait Ouh. pu jouer un Lex Luthor un peu plus. Là, on a un Lex Un Luthor Lex jeune, Luthor que j'aurais beaucoup fougueux. plus peut-être apprécié. Voilà, le fameux Lex Luthor Ouais, qu'on connaît tous. Chauve, bien carré, bien bien, méticuleux, qui plane déjà bien ses plans. bien euh, manipulateur aussi. bien manipulateur, qui a une carrure quand même. Hein, ce Lex Luthor là, dans les comics, C'est il a ça, quand même une c'est ça. carrure très intéressante. Donc oui, ce Tom Hardy là, avec une version plus accurate au niveau des comics, Tom Hardy, il rentre aussi dans cette catégorie. Bravo Tom Hardy, ce sera le seul qui rentrera dans ces deux catégories-là. Mais dans cette version-là de Lex Luthor, un peu foufou, qui t'aurait peut-être pu voir un petit peu. C'est compliqué comme ça. Je réfléchis à des acteurs. Hein, j'aurais pu placer aussi un Cillian Murphy qui a déjà joué l'épouvantail dans Batman Begins, Ouh. qui aurait peut-être pu le jouer un Lex Luthor un peu plus, j'allais dire un petit peu plus chétif, un petit peu moins imposant, mais très malin, qui a Mhm. toujours des coups d'avance, très intelligent, très bon orateur, toujours dans ce côté manipulateur. Ça aurait pu le faire, je pense. Intéressant. C'est vrai que Cillian Murphy, là, comme ça, là, de tête, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un bon point. Je te rejoins un petit peu là-dessus, à ce niveau-là. Mais je vais te donner un peu une petite liste d'acteurs pressentis par la Warner. Et alors on a que des gros noms. Là, que je vais te donner, on a que des gros noms. Le tout premier, le plus gros nom, Matt Damon aurait pu être pressenti D'accord. pour Lex Luthor. Enfin, cette version-là du Lex Luthor. Ah, pour le coup, là, je le vois pas du tout dans le rôle. Non, Là, non. là, j'ai du mal. Non, non, moi Matt non plus. Damon, Matt Damon, en Lex Luthor, moi, c'est un gros nom. Là, c'est pas ultra compatible. Je trouve non, que le personnage de Matt Damon avec Lex Luthor, c'est pas compatible. C'est comme Ryan Gosling et le Batman de Batman versus Superman, c'est pas compatible. Voilà, ils ne vont pas ensemble. Le deuxième qui a été pressenti, c'est Bradley Cooper. Alors, Bradley Cooper, Bradley ouais, Cooper. Bradley Cooper, c'est indécis. Pour moi, de mon côté, c'est indécis. De toute façon, je pense que Bradley Cooper aurait refusé. Bah, il a refusé ce rôle. Le voir un petit peu foufou, etc. On l'a brièvement vu avec les Very Bad Trip. Je pense qu'il aurait pu faire un job. Mais alors, à être un Lex Luthor. ouais, non, moi, je l'aurais pas vu là-dedans, Mhm. à moins que, en termes d'apparence, vraiment, il y a un gros travail de maquillage dessus pour le Voilà. rendre un peu plus, ouais, un peu Ou plus, qu'il fasse peut-être un sacrifice un petit peu en termes physiques, c'est qu'il se ça. transforme un petit peu, peut-être. Parce que je sais qu'il est un peu plus réticent au fait des changements physiques comparé à d'autres acteurs comme Christian Bale et comme l'acteur que je vais parler, qui est le suivant, Joaquin Phoenix, qui a été pressenti aussi pour le film et qui là par contre, ouh, là, moi, Joaquin Phoenix, moi j'aurais mis une pièce, hein, vraiment. Un Joaquin Ah oui, Phoenix Lex exact, Luthor, pour moi, ça aurait été un bon coup. Et parce qu'on a vu ce qu'il a fait avec le Joker, évidemment. le tout premier Joker, je vais pas parler du deuxième. Euh, Moi non plus. Moi non plus. On ne parlera pas de On Joker ne 2 ce soir. parlera pas du Joker folie à deux. Fallait s'attendre quand il y avait le mot folie dedans. Je peux comprendre. Quand j'ai vu le premier Joker, en fait, bah, il sait jouer un fou. Et Oui, ah oui, quand tu vois un petit peu cette caractéristique du Lex Luthor qui est un peu fou, qui ne tient pas en place, ça, c'est un rôle que Joaquin Phoenix, il aurait aimé. En plus, il n'aurait pas eu de mal à se transformer, à se métamorphoser un petit peu. Il n'aurait pas eu de problème à ce niveau-là, je pense, c'est ça. Joaquin Phoenix. Je pense que vraiment, j'aurais
plus pris un Joaquin Phoenix qu'un Jesse Eisenberg de mon côté. Ça, Oui, ça aurait pu être intéressant à voir. oui, Ça aurait pu être pour intéressant. moi, Ouais, ça aurait pu être effectivement. très intéressant. Mais bon, je pense qu'il a décliné l'offre. Je pense que quand il a vu le personnage, il s'est dit non, je pense pas que je vais faire ça. Le prochain acteur que je vais te présenter, tout aussi talentueux, aussi assez fou, c'est Adam Driver. Adam Driver, bien Ok. sûr, notre cher Kylo Ren, ou bien sûr qui joue quand même dans de meilleurs rôles hein, depuis quelques années, à part Megalopolis. Voilà. Euh, dernièrement. Adam Driver, bon, c'est quelqu'un qui est très versatile. Quelqu'un Mhm. pour moi, vraiment un des meilleurs acteurs de sa génération. Oui, clairement. Je pense que même avec ce qu'on lui aurait fourni dans le personnage de Lex Luthor, je pense qu'il aurait fait un très bon boulot, vraiment, en tant que Lex Luthor. Ça, je n'ai pas peur de le dire. Moi, de toute façon, pour sa qualité, pour son talent d'acting, tout comme un Joaquin Phoenix, moi, j'aurais pas trop mal vu dans ce rôle. Moi, il m'aurait plu. Moi, il m'aurait plu dans ce rôle. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu Ah marcher. oui. Puis physiquement, on n'est pas trop éloigné de Jesse Eisenberg physiquement, même Non, il est plus grand. il est un peu plus Mais musculeux, mais voilà, c'est un hybride en fait parfait en fait. On sent qu'il a un peu de la masse musculaire, mais il est assez fin. Donc peut-être que s'il avait fait d'autres films avec le Lex Luthor, il aurait pu un petit peu monter en musculature. c'est ça. Donc oui, ça aurait été un excellent Lex Luthor, en tout cas un C'est ça. jeune Lex Luthor. Moi, il me pose pas de problème, Adam Driver. J'aurais une petite préférence peut-être pour Joaquin Phoenix, mais Adam Driver, pour moi, c'est un solide choix qui était bien pensé par la Warner. Euh, Oui, complètement. mais alors là, le dernier, là, il y a un dernier acteur, et là, moi, ça m'a... Cocorico, d'ailleurs, la France est représentée. On aurait pu avoir un acteur français dans ce film. Est-ce que tu as un acteur français qui aurait peut-être pu jouer ce rôle de Lex Luthor? Un acteur français. Bah, c'est-à-dire que des acteurs français très connus à l'international, aux Ah, ça USA, se compte sur les doigts d'une il y main. en a Il assez n'y en a peu. pas beaucoup. Il y en a, Il n'y en a pas beaucoup, il y en a en pas effet. beaucoup. Genre, pour toi, Je, des gens qui se sont fait connaître un peu à l'international, qui ont peut-être gagné des prix, par exemple. je dirais Jean Dujardin, par exemple. Exactement, et oui, la Eh Warner, ben ah voilà. bah là, et oui, la Warner a pensé exactement à Jean Dujardin. Pour le rôle de Lex Luthor, Cocorico, la France aurait pu être représentée. Oui. En vrai, En vrai, ouais, Un Jean Dujardin, en ça aurait Lex été Luthor. intéressant. En vrai, Ça aurait oui, été intéressant à voir. ça aurait Ouais. été testé, ça aurait été intéressant. Il a un physique, il a une carrure quand même, Jean Dujardin, faut pas sous-estimer, hein. Il a une belle carrure, notre cher Jean. Et en tant que Lex Luthor, le problème principal aurait été cet accent un peu français, C'est ça. un peu French, oui. Donc, euh, je pense que Hollywood aurait trouvé une impasse, aurait créé un truc qui, je pense, n'aurait pas adhéré au, au public. De Oui. dire voilà, il est d'origine française, etc. Bon, mais un Jean Dujardin, Lex Luthor, je l'aurais plutôt mis, tu vois, dans la catégorie Tom Hardy. Voilà, Oui. un personnage beaucoup plus en retrait, plus manipulateur, avec une plus grande carrure que ce Lex Luthor-là un peu foufou. Alors, un jeune Jean Dujardin, par exemple un Jean Dujardin de 99 francs, etc., moi, ça par contre, qui est beaucoup plus jeune, donc dans les années 2010, etc., fin des années 2000, etc., avec un gars, une fille et 99 francs, quand il était vraiment très comique, ça aurait pu très bien marcher. Mais là, il Oui. commençait Ah, déjà à complètement. évoluer. Il était déjà en train d'évoluer. On était en 2016. Il avait déjà un petit peu, tu vois. Bon, il y avait les OSS aussi Mm. derrière un petit peu, mais bon, il commençait déjà un petit peu à avoir une carrure. Il a fait The Artist, il a fait après le Loup de Wall Street. Donc, Oui. il a changé un peu de dimension. Donc, ce Lex Luthor-là, il aurait pu très bien le jouer. Ça, il n'y avait pas de souci, parce qu'il sait aussi très bien jouer un peu pas le fou, mais plus le délirant. Voilà, il délire un peu, il fait ses trucs un peu dans le côté. Il a un peu un côté comique, quoi. Il sait comment Oui. jouer un peu Oui. dans Oui. un côté comique. Mais ce serait pas, je pense, c'était dans le ton que ce que voulait Warner. Mais par contre, un Jean Dujardin moderne, là, comme il est aujourd'hui,
avec une plus grande prestance, une plus grande carrure, avec un Lex Luthor qui aurait été justement un peu plus comme dans les comics, là, je pense que Jean Dujardin ça aurait pu faire le café. Voilà. Ah, j'aurais bien aimé voir ça. Ah, c'est J'aurais bien aimé voir un. ça. Ah, Ouais. quand tu le vois, tu Ouais. te. Ouais, Ah, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Pourquoi Ah pas? oui, oui. Non, c'est. Ouais, voilà. Donc, c'est ma liste, voilà, du jeu des Ok. remplaçants. Moi, vraiment, ce que j'aurais vu, tu vois, dans ce qu'on nous a proposé, tu vois, dans les trucs, c'est pour moi, si on pouvait les remplacer, j'aurais mis Josh Brolin en Batman et Joaquin Phoenix en Lex Luthor. Quels est pour toi les meilleurs rôles qui auraient pu être remplacés si Jay-Z Eisenberg et Ben Affleck n'avaient pas accepté ces rôles? Alors dans Batman, franchement, je ne sais pas. J'ai vraiment du mal à imaginer les autres. Josh Brolin, pourquoi pas? Même si pour moi, il n'aurait pas fait un aussi bon taf que a fait Ben Affleck. Et par contre, dans Lex Luthor, je suis d'accord avec toi. Joaquin Phoenix, vu son travail en Joker, vu ce qu'il est capable de faire et de comment il peut s'adapter au rôle, il aurait été vraiment, vraiment très bon. Même si j'aime beaucoup ce Lex Luthor-là de Jesse Eisenberg. Mais ouais, Joaquin Phoenix ça aurait pu être pas mal. Voilà. On aurait pu. Je pense qu'on aurait pu être des directeurs de casting pour la Ça, Warner. Ça aurait pu être on aurait intéressant. pu. On aurait pu. On aurait pu. Voilà, dernière petite question, voilà, avant de se quitter. Tu avais dit que tu avais le DVD, j'imagine. Est-ce que tu as d'autres produits dérivés liés au film, à part le DVD? Euh, alors, que je réfléchisse. Alors, lié au film en lui-même, non, malheureusement, parce que j'ai beaucoup de figurines pop, mais à cette époque-là, année 2015-2016, c'était pas encore très développé, pas comme ça l'est aujourd'hui. Mhm. Donc, j'ai pas de pop sûr qui appartiennent, on va dire, à ce film. Par contre, j'ai le Batman de Pattinson Ouais. et j'ai le Superman d'Henry Cavill en version costume noir de la Snyder Ah, Cut. Et ça, ok. c'est la première pop que j'ai eue et c'est ma plus belle. Vraiment, j'en Ah, suis très fier la première est et la plus belle, généralement. c'est Il y ça, a, c'est il y ça, a c'est ça. une attache plus grande à la C'est ça. première. Bah, c'est cool. Bah, c'est cool en vrai, des figurines pop. C'est vrai que Ah bah oui, moi c'est j'adore, ça fait de la déco, c'est super. c'est pas mal. T'en as d'autres ou pas depuis, d'autres figurines pop Oh oui, oh j'en ai plein sur beaucoup d'univers. J'ai du Star Wars, j'ai du Marvel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai d'Avatar. J'ai le Joker de Heath Ledger. Qu'est-ce que j'ai d'autre, par exemple? J'ai des figurines de Game of Thrones. Voilà, on va dire la plupart de mes univers préférés, j'essaie de les avoir en pop. Il me manque plus qu'une petite figurine, Le Seigneur des Anneaux, et là on sera parfait. à du beau monde et des bons goûts. Ça me fait plaisir. Surtout Exactement. le Seigneur des Anneaux, on a hâte que tu les aies. donc, euh, donc déjà, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir prêté le jeu au jeu du podcast, à travers le projecteur, de nous avoir parlé pendant Eh ben, longtemps. merci à toi pour l'invitation. C'était génial de pouvoir échanger là-dessus. Mais oui, plaisir partagé. On a parlé de beaucoup de choses pendant longtemps Oui, de ce film, parce qu'il a beaucoup de choses quand même à nous dire. Mais dans tous les cas, si vous avez aimé le podcast, bien sûr, notez-le. Hein, voilà, je préfère le redire. Et si vous voulez me voir dans d'autres configurations, par exemple, si vous voulez me voir entendre parler des critiques, bah, allez sur Instagram, vous entendrez encore et toujours ma voix à travers différentes critiques de films qui sont sortis. Alors en ce moment, hein, je dois l'avouer, je n'ai pas fait de critique, mais ça revient à l'heure actuelle où je tourne ce podcast, donc c'est en octobre, ça revient. Oui, ça va revenir, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas inquiets. Signetuga, voilà, et la chaîne Instagram, bien sûr la page Instagram où vous pouvez retrouver ces différentes critiques. Et si vous voulez être en avance et connaître bien sûr, quand les podcasts vont être sortis à l'avance, et ben allez sur la page à travers le projecteur. Ce fut un plaisir. Bien sûr, n'oubliez pas aussi d'aller sur la page de la critique FR qui fait du super contenu aussi sur Instagram. Tout est sur Instagram. Et bien sûr, j'oublierai jamais de le dire assez. Hashtag InstaCinéFR. Voilà, il faut ne jamais oublier ça. C'est du super contenu. Vous trouverez beaucoup de contenu qui vous intéresserait. Et sur ces belles paroles, je vous dis bye tout le monde et à la prochaine.